Un Québécois paye en moyenne 15% d'impôts provincial par année. Si on prend le salaire moyen annuel brut au Québec, on se retrouve à payer environ 8 000 $ au gouvernement du Québec. Ce n'est pas le calcul le plus précis parce que certains payent plus d'impôts, d'autres moins, mais ne serait-ce que si on multiplie ce 8 000 $ par le nombre de personnes occupant un emploi au Québec en juin 2025, on se retrouve avec un chiffre qui est encore même un peu à la baisse à comparer au vrai chiffre de l'année passée. Cet argent, il est utilisé en majeure partie pour développer le Québec, ce qui est formidable si vous voulez mon avis. Par contre, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un projet décide de mentir et de voler des centaines de millions de dollars des impôts québécois, le tout en étant eux-mêmes un pilier du gouvernement? Laissez-moi vous raconter l'histoire du fiasco SACLIC, le mensonge à 1 milliard de dollars. Remontons 11 ans en arrière. En 2014, la Société des assurances automobiles au Québec, elle est vieillissante, surtout au niveau informatique. Certains de leurs systèmes dataient des années 80, ils étaient instables, limités, obsolètes. La SAC voulait réduire ses erreurs, améliorer ses services en ligne, en gros se moderniser et que ça saute. Ils voyaient également grand en imaginant un portail centralisé où l'on pouvait à la fois payer ses amendes, gérer son permis et consulter ses plaques. En 2015, un projet innovant de la SAC voit le jour, le programme CASA. Qu'est-ce que c'est CASA dans notre histoire? C'est tout simplement le projet mère de la modernisation du système informatique de la SAC. Il inclut le remplacement des anciens logiciels utilisés par les employés de la SAC, la centralisation et la sécurisation des données de la SAC, l'intégration d'un système d'authentification sécurisé et la création du portail citoyen SACLIC. En mai 2015, la SAC lance un appel d'offres pour acquérir un PGI. Bon, ici on a deux termes que la première fois que je les ai vus, j'ai rien compris. Alors laissez-moi vous expliquer proprement. Un appel d'offres, c'est lorsqu'une organisation publique, comme la SAC, crie publiquement « Yo, je veux faire ça, qui est down et vous voulez combien ?» C'est une méthode qui permet d'éviter le favoritisme et qui donne une opportunité à peu près égale à tout le monde de tenter sa chance. Un autre exemple, c'est lorsqu'un gouvernement veut construire un pont ou une route. Au lieu de retourner vers la compagnie avec qui il avait déjà fait affaire, il lance un appel d'offres et la compagnie de construction qui est la plus avantageuse est commissionnée. Bon, maintenant qu'on sait que la SAC fait un appel d'offres, il serait important de savoir c'est quoi un PGI. Un PGI, c'est un progiciel de gestion intégré. Pour vous la faire court, le PGI, il carry. C'est lui qui te revive après avoir géré le 1v4 alors que t'étais à terre comme une merde. Pour bien que vous compreniez, j'aimerais que vous imaginiez que la SAC avait plein de petits logiciels pour chacune de ses fonctionnalités. Une pour les plaques, une pour les amendes, une pour le permis, etc. Le PGI vient rendre la tâche 1000 fois plus facile en regroupant tous ces petits logiciels en un. C'est super utile. Sur le papier, ça permet d'être bien plus efficace. En faisant ça, on évite les doublons, les bugs, on rend le tout plus moderne dans le fond. Pour l'instant, tout a l'air rose. La SAC fait ce qu'il faut pour se moderniser, mais c'est là que les problèmes commencent. La direction et la PDG de la SAC à ce moment-là, Nathalie Tremblay, présente une proposition de 200 millions de dollars sur 10 ans au gouvernement. Cette proposition, en gros, elle permet à la SAC d'avoir le feu vert de la part du gouvernement pour enclencher le projet, choisir une firme pour le PGI, etc. Par contre, léger problème, 200 millions, c'est supposé couvrir absolument tout. Les employés, le développement du PGI, la mise en place de la plateforme, les dépenses diverses, etc. C'est tout simplement impossible. Les experts en interne se sont mis d'accord pour estimer qu'à lui seul, le PGI coûterait environ 277 millions à 480 millions. Un autre problème provient des entreprises voulant faire affaire avec la SAC. Eux, en voyant la SAC dire au gouvernement « ça va coûter 200 millions », ils sont obligés de proposer moins de 200 millions, ce qui peut dans le futur causer des débordements de budget et des débordements. Il y en aura. Cependant, le gouvernement accepte quand même la proposition à 200 millions en se disant que le projet va se financer sans aucun dépassement. Ouais, je crois pas, non. On est maintenant en mai 2015 et l'appel d'offres est officiellement lancé. La SAC recherche un intégrateur, donc quelqu'un capable d'intégrer un PGI, capable de l'adapter aux désirs de la SAC, capable de le connecter au système déjà existant et capable d'orchestrer le tout pour que ça fonctionne sans problème. En gros, pour la faire plus simple, un intégrateur, c'est un peu comme un mécanicien dans une usine de voiture. Il sait installer le moteur, donc le PGI, il est capable de brancher tous les fils, de connecter le tableau de bord et de s'assurer que la voiture fonctionne bien lorsqu'elle est construite. La SAC cherche donc son mécano de voiture à elle, un PGI et le créateur du PGI.
En effet, la SAC trouvait important d'avoir également le créateur du PGI puisque celui-ci connaît son PGI de fond en comble. C'est à ce moment-là que la SAC décide de donner un nom un peu plus court à ce qu'elle recherche parce que bon, j'avoue qu'un intégrateur, le PGI, son créateur, c'est long. Yo les gars, venez, on appelle ça l'Alliance. On se retrouve en mars 2017, ça fait presque 2 ans que l'appel d'offres a été lancé et maintenant on signe le contrat avec l'Alliance. En premier lieu, l'intégrateur c'est LGS, court pour le Groupe Système, une entreprise québécoise fondée en 1979 spécialisée en services conseils et en technologie de l'information, c'est des geeks, des bouffeurs de cartes graphiques. Je suis un putain de geek, je suis un nerd, tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. Mais c'est pas n'importe quel bouffeur de cartes graphiques parce qu'en 2010, ils deviennent une filiale d'IBM Canada. IBM, eux, c'est le boss final des mangeurs de cartes graphiques. Pour bien que vous visualisiez, si Microsoft s'occupe de ton petit ordinateur, IBM, eux, s'occupent de gouvernement, d'hôpitaux, de banques, bref, c'est pas des petits joueurs. Donc en gros, notre mécano de voiture, pour sa clique, c'est littéralement le boss des mangeurs de cartes graphiques. C'est manger des cartes graphiques. Pour ce qui est du PGI et de son créateur, c'est SAP. SAP comme Systems and Applications in Data Processing. Pour moi, ça fait pas SAP. Oh, ta gueule! C'est une multinationale allemande fondée en 1972 et tout simplement le boss des PGI. Ces logiciels sont utilisés par des milliers d'organisations pour gérer la finance, les ressources humaines, la logistique, les services à la clientèle. En gros, eux aussi, c'est des boss. Fait qu'en gros, pour le projet SACLIC, on se retrouve avec 2 énormes giga-chats dans leur milieu respectif. C'est sûr que SACLIC, man, ça va gagner des concours, on va être à la télé et tout. Hein, quoi? Le contrat? Signé à combien? Ah oui, 638 millions. What the fuck? Est-ce que j'ai manqué un chapitre ou... Oui, non, ok, 438 millions de plus, ok, oui, je vais aller me faire foutre, oui, d'accord. La question maintenant, c'est comment ils ont fait pour tripler le budget sans que personne le remarque? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous parler d'un concept qui est clairement pas legit, qui s'appelle le morcellement. C'est plutôt simple, ça consiste à couper un gros paiement en plusieurs petits morceaux pour ne pas déclencher des règles de transparence. Dans ces règles, on a par exemple l'obligation de faire un nouvel appel d'offres, parce que oui, c'est possible, si jamais le paiement est trop conséquent, ça repart en appel d'offres pour que d'autres firmes aient leur mot à dire et qu'une autre proposition soit faite au gouvernement avec le vrai budget. Donc si on prend l'exemple de SACLIC qui doivent dépenser 438 millions de plus, mais que par exemple, ils peuvent pas dépenser au-dessus de 50 millions sans déclencher des règles de transparence, tu fais 9 paiements, 8 de 50 millions puis un de 38 millions. Donc pour jumper d'une estimation à 200 millions en 2015 à une signature de contrat à 638 millions en 2017, ils ont signé le contrat en plusieurs lignes, ils l'ont structuré en phases et en modules en les présentant comme des projets distincts, même si celle-ci faisait évidemment partie d'un méga projet qui dépassait 3 fois le budget initial. Techniquement, t'es resté dans les règles, mais c'est moralement douteux. Ce genre de technique, c'est grave parce que certains budgets peuvent monter de manière exponentielle grâce à ça et SACLIC en a énormément profité. Ils ont tellement profité du fait que le gouvernement ne savait rien grâce au morcellement que nous, en 2023-2024, on pensait encore que le projet avait coûté 200 millions. Alors qu'en 2017, il était déjà dépassé de x3 le budget. On reste dans l'ignorance totale. Bon, les experts s'accordent pour dire que c'est pas du morcellement pur, mais une opération de découpage stratégique. Oui, bon, allez. C'est comme si je disais, t'es pas une pute, t'es juste une péripatéticienne. C'est la même chose. Bon, revenons quand même à nos moutons. On a un projet innovant, des giga-chats pour l'opérer, la SAC à la tête de tout ça. Il y a 438 millions de dollars de plus qui ont rejoint la fête, mais ça, le gouvernement n'a pas besoin de le savoir. Le comité de gouvernance du projet se compose des dirigeants des 3 acteurs impliqués, la SAC, LGS et SAP. Par contre, d'entrée de jeu, quelques problèmes viennent se poser avec SAP. Le problème qui s'est posé entre SAP et la SAC, c'est que SAP a commencé à prendre la SAC en doggy. C'est cru, mais c'est littéralement ça. La SAC a laissé SAP définir les besoins de la SAC. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est la SAC qui paye, puis en plus, elle paye cher sa mère, donc pourquoi c'est SAP qui décide? Parce qu'elle a décidé qu'elle se laissait prendre en doggy. Ça n'a aucun sens et la SAC a donc perdu en autonomie en laissant SAP prendre la place dans la gestion. Puis au final, ça va pénaliser la SAC, parce qu'au final, ils auront payé pour quelque chose qui n'est même pas adapté à leurs besoins. On avance dans le temps et on se retrouve en septembre 2022 où la SAC décide de réviser ses coûts concernant le projet, le tout en gardant bien le gouvernement zéro informé. De toute façon, c'est pas une grosse hausse, on n'a pas besoin d'en parler à personne. 946 millions! 308 millions de plus qu'en 2017. Un des sous-projets nommé Livraison 2 qui, rappelez-vous, a permis de morceler 438 millions, il est passé de 97 millions à lui seul à 416 millions de dollars.
Et là, si vous suivez un peu, vous allez me dire, mais Sam, à 416 millions, c'est clair qu'il y a un autre appel d'offres de lancer, une nouvelle proposition au gouvernement, le gouvernement aurait dû être au courant. Oui, totalement. Mais ils ont morcelé. Ils ont tout coupé en tranches plus petites, ce qui fait qu'aucun appel d'offres a été enclenché et le gouvernement n'a donc pas été alerté. Tout ça, Québec n'est pas au courant parce qu'après la signature du contrat avec l'Alliance en 2017, la SAC a obtenu des dérogations, donc des passe-droits sur certains aspects. Ça serait quand même fou que genre les passe-droits soient reliés au budget ou à la signature de contrat, comme ça la SAC pourrait genre morceler à fond sans que Québec sache. C'est que ça. La SAC n'a plus besoin de passer par Québec pour valider son budget et pour signer de nouveaux contrats. Maintenant, c'est juste un free-for-all, littéralement. Ah quoi, il y a 300 millions de plus? Bro, fais juste le morceler, Québec sera pas au courant. Il est possible que tout au courant de la vidéo, vous vous posiez la question pourquoi il y a juste des centaines de millions de dollars qui apparaissent de nulle part et pourquoi la SAC les paye comme si de rien n'était? Très bonne question et on peut y répondre en étudiant la période entre 2018 et 2022. En 2018, le projet est déjà massivement engagé. Le PGI est partiellement implanté, il y a des centaines de milliers d'heures travaillées et l'Alliance, donc SAP et LGS, sont rendus qu'ils contrôlent complètement la base technologique. C'est un peu comme quand tu amènes ton char au garage, les mécaniciens contrôlent le côté mécanique et toi tu pleures en réglant la facture. Eh bien, c'est la même chose pour la SAC. Elle ne contrôle pas le côté technologique, c'est LGS et SAP, les experts, qui le contrôlent. C'est également à ce moment-là qu'on observe une hausse du taux horaire des travailleurs de LGS et SAP totalement folle. Ils passent d'environ 82$ de l'heure à 350$ de l'heure. À ce jour, on n'a toujours aucune idée pourquoi il y a eu une hausse pareille. Il n'y a aucune fiche de poste, aucune validation externe, mais il n'y a surtout aucune preuve que les travailleurs avaient des aptitudes pouvant justifier une hausse de plus de 4 fois leur salaire. Mais Sam, c'est sûr que c'est illégal ça, LGS et SAP peuvent pas juste s'en sortir. Ben oui, ils peuvent. Le contrat de l'Alliance avec la SAC n'interdisait pas directement des hausses du taux horaire. Par contre, ces taux auraient dû être validés par le comité composé de la SAC, SAP et LGS, ce qui n'a pas été fait. À la place, le conseil d'administration de la SAC est juste arrivé à la fin du mois, il a regardé le bill, il a vu que c'était 4 fois plus cher, what? Puis il a signé la facture. Il a payé. Mais pourquoi? Parce que c'est le bordel. Mais qu'il faut pas que ça paraisse. Entre 2018 et 2022, la SAC clame publiquement que le cap, le maximum qu'ils pourraient mettre dans le projet SACLIC, c'est 458 millions. Ce chiffre-là, il était dépassé en 2017, mais il servait juste à calmer le public parce qu'en 2022, on est en pleine campagne électorale. Si un bordel monstre comme celui de la SAC voyait la lumière du jour lors d'une campagne électorale, il y aurait eu un risque médiatique et politique très élevé. De plus, le conseil d'administration de la SAC, ils n'avaient pas vraiment de compétences informatiques ou technologiques. Quand SAP et LGS disent « on a besoin de plus d'heures, le projet est plus complexe que l'on pensait », la SAC sait pas vraiment si c'est vrai ou non. En gros, LGS et SAP demandent plus d'heures, chargent plus, la SAC dit rien, règle la facture sous prétexte qu'elle veut garder une bonne image, surtout en période d'élection, le projet devient donc extrêmement onéreux et là, zéro transparent. Genre c'est opaque. On est en 2022, 3 mois avant le lancement de SACLIC. Vincent Poirier, chef vérificateur interne du projet, prévient que SACLIC n'est pas du tout prêt à être lancé. Entre juillet et novembre 2022, c'est 100 anomalies critiques détectées à chaque jour. Poirier dit que si SACLIC était lancé avant la résolution complète des anomalies, ça allait assurément être le bordel. La SAC n'est pas du tout dans le mood de recevoir ce genre de nouvelles. Le conseil d'administration dit que on lance, point final, coûte que coûte, fuck it we bought. 20 février 2023, lancement de SACLIC. Laissez-moi vous faire le déroulé des événements, c'est hilarant. Premièrement, au lieu de lancer à 7h, il lance en retard à 10h30. Après 2 heures, SACLIC plante. Ça aura pas fait long feu. Le centre d'appel qui prévoyait 8000 appels par jour passe directement à 60 000 appels. Des clients perdent la ligne après 1 heure d'attente au téléphone. Certains ont dû faire la file dehors au froid avant de se faire revirer de bord sans être servis. Les engorgements se poursuivent des mois après le lancement, certains dossiers de clients sont perdus, des immatriculations de véhicules disparaissent, des permis disparaissent, un vrai bordel. La SAC a également dû injecter 42 millions en urgence après le lancement pour embaucher 400 employés temporaires, payer des heures supplémentaires et corriger rapidement les bugs. Ce qui aurait pu être évité s'ils avaient pris leur temps, fait des tests, écouté leurs vérificateurs.
En bref, en essayant de sauver de l'argent et leur réputation, ils ont dépensé de l'argent et dégradé leur réputation. Yes! C'est à ce moment dans notre histoire qu'un organisme très important vient mettre son nez dans l'affaire, la VGQ ou Vérificatrice Générale du Québec. Son rôle à cet organisme, c'est d'enquêter sur la gestion des fonds publics, la façon comment l'argent du gouvernement est dépensé dans le fond. Elle est très puissante puisqu'elle est indépendante du gouvernement et neutre politiquement. Elle peut donc enquêter sur n'importe quel projet, même si ça dérange le gouvernement. Elle fonctionne de la sorte. Lorsqu'elle aperçoit une anomalie suspecte dans un projet qui inclut des fonds publics, elle va annoncer publiquement qu'elle ouvre une enquête sur celui-ci, demander des témoignages, fouiller pour voir s'il y a de la mauvaise gestion, des dépassements de coûts ou des irrégularités. Elle formule ensuite un rapport et l'affiche au grand public. Après avoir entendu parler de l'expérience déplorable de certains clients avec le tout nouveau SACLIC, la VGQ décide d'ouvrir une enquête pour découvrir pourquoi ce projet fonctionne si mal. À ce moment-là, elle ne le sait pas, mais elle vient de hit le jackpot. Elle trouve que le projet ne faisait pas de tests finis avant le lancement, que des anomalies critiques n'étaient pas réglées et qu'il s'agissait en fait d'un lancement bien trop prématuré. Elle trouve également que les communications entre le conseil d'administration de la SAC et le gouvernement du Québec étaient assez restreintes, surtout concernant les coûts officiels de SACLIC. Le jeudi 20 février 2025, tout s'effondre. La VGQ, qui à la base enquêtait seulement sur SACLIC concernant l'expérience utilisateur, annonce que le projet en lui-même a coûté au moins 1,1 milliard de dollars. En avril 2025, une commission d'enquête publique est ouverte et menée par le juge Denis Galland. C'est grâce à celle-ci qu'on connaît tous les détails que je mentionne depuis le début du projet SACLIC. Le projet devient de plus en plus transparent à mesure que des ex-hauts placés témoignent pendant l'enquête. Il reste encore des zones grises, mais elles seront éclaircies sous peu. Le gouvernement promet de surveiller la SAC de près concernant les projets informatiques futurs, des approbations explicites des budgets, une obligation de transparence complète, un barème plus serré concernant les variations de dépenses, etc. La SAC prévoit également ce pourvoir de conseillers indépendants et externes spécialisés en projets TI pour les futurs programmes. Les prochaines étapes du projet SACLIC passeront entre les mains de techniciens et de gestionnaires externes spécialisés en la matière. Si on avait à résumer le fiasco SACLIC en quelques lignes, ça irait de la sorte. Une organisation gouvernementale peu qualifiée en matière technologique a voulu se moderniser, a carrément menti à plusieurs reprises à son propre gouvernement, s'est fait exploiter par les gens qu'elle a elle-même contractés, des mauvaises décisions après mauvaises décisions l'ont mené jusqu'à un système défaillant lancé prématurément pour tenter d'économiser et de cacher la supercherie à son gouvernement, pour qu'au final, ils finissent par dépenser de l'argent et mettre la puce à l'oreille concernant un potentiel fiasco de la décennie. Résultat, un dépassement de plus de 900 millions de dollars pour un projet qui aurait pu en coûter beaucoup moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu évidemment. Comme vous pouvez le voir, c'est la première vidéo long format que je fais, je faisais du court format avant, mais je suis vraiment piqué au long format. C'est clair que je vais faire d'autres vidéos de la sorte, toujours plus intéressantes une des autres. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire, je suis totalement preneur, mais en attendant, moi c'est Sam Chabot, et je vous dis à la prochaine.